Bonjour Pierre, bienvenue dans cette nouvelle chronique stéphanoise. Je vous vois feuilleter un gros bouquin, mais qu'est-ce donc? Oui, et il s'agit d'un bouquin publié par l'Université de Saint-Étienne et qui retrace, au travers des clichés de Léon Leponce, la grève des mineurs de 1948. Et il faut savoir que cette grève a été très sévèrement réprimée. Vous avez parlé de Léonce Leponce. Je pense qu'on aura l'occasion dans des prochaines chroniques d'en reparler. Ah oui, c'était le photographe de Saint-Étienne. Donc, effectivement, il faudra qu'on reparle de Léon Leponce. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui on parle de la mine stéphanoise. On parle de la ville stéphanoise, oui. Alors, si vous regardez bien dans les alentours, vous allez voir que notre passé minier s'estompe un peu. Les crassiers se couvrent de végétation. Peut-être que dans 20 ans, on ne saura même plus que c'est des crassiers. Bon, heureusement, il y a le musée du Picourio qui nous rappelle que la mine a été un élément essentiel du développement de la ville. Pour revenir au crassier, moi j'ai une petite question. Toute ma jeunesse, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien qui poussait. Et puis du jour au lendemain, on a vu arriver un peu de végétation. J'avais toujours dans l'idée qu'il n'y aurait jamais de végétation. Vous pouvez l'expliquer, ce fait que pendant très longtemps, c'est resté des crassiers. Et puis du jour au lendemain, on a vu arriver des plantes, des arbres. Alors ben, c'est que la nature reprend ses droits. Plus personne n'apportait de la terre, plus personne n'allait y gratter. Mon Dieu, c'est plutôt bien. Hein. Si vous allez aujourd'hui encore, vous verrez que les arbres ont poussé sur les temples. Donc nous, nos arbres ont poussé sur les crassiers. Je vous dis ça parce que les crassiers, surtout celui qui est en face aujourd'hui d'IKEA, chaque fois que j'y passais avec mon grand-père, il me disait j'ai été là un des premiers à mettre un des premiers seaux. Eh oui, et le crassier a bien grandi. Il sera peut-être un lieu de balade stéphanois. Un de nos emblèmes. Voilà. Quelle était l'importance de la mine dans cette cité stéphanoise? Alors, la mine était présente partout. C'est peut-être une des caractéristiques de Saint-Étienne. On a beaucoup de villes où les puits de mine étaient alentour. Là, ils étaient à l'intérieur de la ville. Et pendant très longtemps, on a été la première région productrice de charbon. C'est seulement dans la deuxième moitié du 19e siècle que le Nord nous a supplantés. Et que, à cette époque, eh bien, Saint-Étienne fournissait, Saint-Étienne et la Loire, on va être un peu plus large, la moitié de la production de charbon française. Alors pour être un peu plus complet, je vais encore revenir à mon histoire familiale. J'avais un oncle qui était mineur à Saint-Étienne, qui ensuite a été muté en Lorraine, là-haut, du côté de Farabès-Villers, et qui a fini sa carrière là-haut. Mais en plus, c'est une région que je connais bien. Oui, je le savais. Et la mine, c'est pas que des tonnes de charbon, c'est aussi autre chose? Oh, bien sûr que non. La mine, j'allais dire, si on retient de Saint-Étienne les tonnes de charbon, on n'aura pas compris grand-chose à la mine. La mine, c'était à son apogée 30 000 personnes, de l'ingénieur à l'ouvrier. Ce qui explique aussi tous ces mouvements de population. Exactement, il a bien fallu faire venir des gens d'ailleurs, des gens des campagnes alentours et puis des gens de bien plus loin. Mais c'est aussi un travail dangereux et c'est ce dont nous allons parler. La mine a tué 800 personnes entre 1860 et 1945. Et à l'intérieur de la mine, il y a un ennemi, c'est le grisou. Alors le grisou est un gaz qui contient une grande quantité de méthane et qui est donc très inflammable. J'ai lu 90%. Ouais, c'est vraiment presque du méthane à l'état pur. C'est pas le seul danger dans la mine, hein, parce qu'il y a d'autres, il y a des inondations, il y a des incendies, mais la mémoire collective a surtout gardé les coups de grisou. Est-ce qu'il y a des coups de grisou qui sont célèbres dans la région? J'ai de mémoire, il me semble que sur Villars, il y a eu beaucoup de morts à l'époque, c'est aussi un coup de grisou. Alors, moi, j'ai retenu aujourd'hui 3 catastrophes. Alors, effectivement, je les ai retenues par l'importance des victimes, du nombre des victimes, mais il faut bien quand même savoir que derrière, il n'y a pas que des nombres, il y a des vies, hein, et c'est pas forcément... Et des familles, je dirais. Exactement. Et c'est pas forcément
les plus importantes, de les classer par nombre de victimes. Alors la première, c'est celle du Puy-Jabin, en 1871. Probablement que des lampes en mauvais état ont provoqué l'étincelle de l'explosion. Est-ce qu'on peut situer à peu près le Puy-Jabin aujourd'hui? Où c'est qu'il a non? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse immédiatement. C'est vrai, je l'ai cartographié, mais honnêtement, il est un peu sorti de ma mémoire. Alors, sur les 92 personnes qui se trouvaient au fond, 70 sont mortes. Et après ça, malgré tout, les compagnies essayent d'apporter un peu plus de sécurité. C'est notamment l'aérage mécanique et des nouvelles lampes qui permettent de détecter la présence de grisou. Mais n'empêche que le 4 février 1876, la même chose se produit. Un coup de grisou de plus enflamme les poussières de charbon qui sont autour et 186 morts, soit asphyxiés, soit morts dans l'explosion. Alors, on essaye de renforcer la sécurité. Encore une fois, des ventilations mécaniques, l'amélioration des lampes, mais un terrible coup de grisou a lieu en 1889 au Puy Verpilleux, et là, je sais où il est, c'est près de Méo. Voilà. Et c'est peut-être la plus importante, puisqu'on dénombre 707 morts. Il y a eu procès, mais jamais on n'a pu établir les causes de l'explosion, ni abouti à aucune condamnation. Comment on a décidé au fur et à mesure du temps de renforcer la sécurité? Alors, d'abord, il y a l'impulsion de Michel Rondet, dont on parlera dans une prochaine chronique. Qui n'était pas qu'une cafétéria. Exactement. Il exige notamment la mise en place de délégués mineurs, qui constituent un contre-pouvoir essentiel en termes de prévention et de constat d'accident. Mais il faudra attendre 1890 pour qu'une loi mette fin à la toute-puissance et qu'on donne le droit aux salariés de désigner des représentants. Alors cette loi aura des prolongements plus tard, grâce à Robert Viviani et Albert Thomas, et on mettra en place de nouvelles délégués d'atelier qui auront une véritable fonction de représentation et de contrôle. Il y avait une part, bien évidemment, de la direction, mais aussi des mineurs. On a parlé de Michel Rondet. Qu'est-ce qui s'est mis en place également avec le temps pour cette sécurité, et puis peut-être pour avoir aussi pour extraire le charbon d'une façon plus moderne? Alors, il s'est mis en place des techniques. Il s'est mis en place notamment les délégués d'atelier qui vont être là des véritables vigies concernant la sécurité, vérifier la qualité des boisages, vérifier la qualité de l'atmosphère. Mais cela ne va pas éviter d'autres catastrophes. Est-ce que la modernisation, elle a changé aussi au fur et à mesure du temps? Parce que si j'ai bonne mémoire en visitant le musée, on a l'impression que les chevaux descendaient et qui remontaient qu'une fois morts, et ensuite on a dû passer aux voies mécaniques. Oui, bien sûr, toute la mécanisation a accompagné l'évolution de la mine, et notamment, j'allais dire quand même, améliorer un peu la pénibilité du travail des mineurs, notamment en ce qui concerne le piquage. Mais ça n'empêchera pas qu'en 1942, 65 personnes vont trouver la mort au puits de la Chana. Et beaucoup plus tard, alors que l'exploitation du charbon est près de s'arrêter, 6 personnes vont trouver la mort au puits Charles en 1968, près de Roche-la-Molière. Alors, oui, je vous écoute. Oui. Alors évidemment, de tout ça, il nous reste un groupe d'individus, un groupe d'hommes et de femmes qui ont subi tout ça, qui l'ont vécu, surmonté, et notamment avec des valeurs de solidarité. Et ils ont probablement, eux et d'autres, donné naissance
à la devise qui orne la Bourse du travail: liberté, égalité, solidarité et justice. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, on peut dire que la fin du charbon, c'était une bonne chose? Alors, je ne poserai pas le problème en ces termes. Je mélange un peu histoire, écologie. On est dans un environnement un peu spécial aujourd'hui où on cherche des solutions écologiques et on trouve des solutions qui, à mon sens, paraissent des moments moins écologiques, comme de brûler de la nourriture pour rouler avec l'essence, comme du nucléaire, comme de faire de l'électricité pour des batteries. Pour produire l'électricité, il faut aussi polluer. Donc on est dans une telle course à l'innovation qui finalement n'en est pas une. Est-ce que là aussi on en parle? Est-ce qu'il faut réouvrir les mines et remettre le charbon au goût du jour? Alors, je ne poserai pas le problème tout à fait en ces termes, hein. Dire que du point de vue écologique, il faut réouvrir les mines ou pas réouvrir les mines. Simplement, moi, mon père a été mineur pendant 30 ans. Je crois qu'il connaissait la pénibilité du métier. Et je pense que malgré tout, l'arrêt du travail minier, en quelque sorte, à sa retraite, il était content de ne plus descendre. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents. Voilà, content de ne plus descendre, même si la vie, par ailleurs, des mineurs n'était pas triste, parce qu'il régnait entre une camaraderie, une solidarité. Je pense que malgré tout, ça a été une amélioration de la condition du travail humain que d'arrêter de descendre à la mine. C'est juste que peut-être aujourd'hui, avec les techniques modernes, on pourrait peut-être aller chercher du charbon avec beaucoup moins de risques et de personnel et de labeur. Ah, ça, c'est possible. Juste avant de terminer, j'aimerais qu'on fasse une parenthèse. On a parlé de solidarité, on parle des mineurs. Est-ce que finalement, si je me souviens bien, c'est pas eux qui ont inventé la sarbacane en essayant de se dégager un peu les poumons? Alors, ils ne l'ont pas inventé, mais ils l'ont utilisé grandement. Mais sur la sarbacane aussi, on pourra en parler un jour. On y reviendra. On y reviendra. Merci beaucoup Pierre pour ces explications, pour ce retour dans la mine stéphanoise. On vous dit à bientôt. Eh bien, à bientôt Gilles.